Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Entreprendre avec assurance, le podcast qui va à la rencontre d'entrepreneurs passionnés. Chaque épisode nous emmène dans les coulisses d'une profession, d'un métier ou d'un sujet d'actualité. On aime amener nos invités à nous parler notamment de la transformation digitale de leur activité. Je suis Guillaume, CEO chez Perceval, l'assurance chevaleresque et connectée des entreprises. Aujourd'hui, je reçois Florence Gossard, agent immobilier et fondatrice de GoImmo. Bonjour Florence et bienvenue dans le podcast Entreprendre avec assurance pour ce tout premier épisode. Merci à toi d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation et bonjour. Alors, on dit agent immobilier ou agent immobilière ? On dit agent immobilier. Malheureusement, il n'y a pas de version féminine de ce terme. Et je suis également administratrice de biens. D'accord. Donc, je m'occupe de la gestion locative. J'ai les deux cartes. Ok. Est-ce que tu peux peut-être, s'il te plaît, pour ceux qui nous écoutent, te présenter ton parcours et comment tu en es venu à l'immobilier ? Alors, j'ai commencé à la base par de l'anglais quand je suis sortie du lycée après mon bac. Et finalement, en fait, j'ai atterri dans une agence immobilière pour faire un BTS Compta. J'ai découvert ce milieu il y a maintenant 14 ans. Et depuis, je ne l'ai plus quitté. GoImmo est ouvert. L'agence est ouverte depuis 2020, donc c'était juste avant le Covid. Donc on a un peu plus de 3 ans et demi aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier en 2 mots, les composants de ton métier ? Comment ça se passe pour les gens qui ne connaissent pas vraiment les métiers de l'immobilier ? Alors, administrateur de biens, ça veut dire qu'on fait la gestion locative. Donc, on s'occupe en fait de gérer les biens des propriétaires bailleurs et on s'occupe de leurs relations avec les locataires. Et pour ce qui est de agent immobilier, on s'occupe de toutes sortes de transactions, que ce soit acquisition, donc acheter un bien immobilier ou vendre un bien immobilier. Voilà, c'est un très court résumé. Très bien, c'est très bien. Il y a aussi l'activité de syndic dont on entend souvent parler dans le monde immobilier. Vous, chez GoImmo, vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas syndic. Non, effectivement, en fait, on a plusieurs cartes dans l'immobilier, on est très réglementé. Il faut détenir une carte professionnelle, donc soit T, soit G, soit S pour le syndic. Et moi, j'ai pris la décision de ne pas faire de syndic, notamment pour pouvoir défendre au mieux les propriétaires bailleurs qui parfois se retrouvent à avoir des problématiques justement en lien avec le syndic. Donc voilà, je ne voulais pas être jugée partie. D'accord. Le côté gestion, ça veut dire que concrètement, ton métier, c'est quoi quand tu fais de la gestion de biens ? C'est-à-dire que tu fais des états des lieux d'entrée, de sortie, tu accompagnes le propriétaire s'il y a des soucis sur le logement. Est-ce que tu peux nous donner concrètement quelques exemples du quotidien de cette facette de ton métier ? Alors, grosso modo, on accompagne les bailleurs sur vraiment à partir du moment où ils nous missionnent. Le bailleur ne s'occupe plus de rien. C'est-à-dire que dès le moment où nous sommes son mandataire, le bailleur sort totalement et nous, on va s'occuper de toute la partie. Par exemple, il n'y a personne dans le bien. On va s'occuper de toute la partie dès la recherche du locataire, les premières visites, les appels téléphoniques, etc., ce qui est très chronophage, la sélection des locataires, puis l'entrée des locataires, effectivement, l'état des lieux d'entrée. À partir de ce moment-là, on a un bail qui va courir et nous, on va faire en sorte que tout le monde respecte ses droits et obligations pendant toute la durée de vie de ce contrat. Il peut y avoir plein de choses qui se passent mal pendant la durée de ce contrat-là. Donc voilà, nous, on est là pour défendre les intérêts principaux du bailleur et faire en sorte que tout se passe bien jusqu'à la fin du contrat, donc l'état des lieux de sortie. Et ensuite, on recommence le cycle. On cherche un nouveau locataire, etc. Très bien, très bien. Je pense que c'est très clair. Toi, qu'est-ce que tu aimes dans ton métier ? En fait, qu'est-ce qui te rattache à ce métier ? Qu'est-ce que tu aimes faire puisqu'en fait, tu passes ton temps à gérer en fait les problèmes des autres. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ou qu'est-ce qui te relie à ce métier ? Alors, je pense que pour tous les entrepreneurs, en fait, il faut se trouver un objectif. D'une manière générale, peu importe le domaine, tu vois, toi, tu parles des assurances, moi de l'immobilier. Effectivement, on peut trouver du sens. À partir du moment où tu mets du sens et où tu te fixes un objectif, tu te dis « Ok, moi, je veux faire ça pour telle raison. » Et pourquoi moi l'immobilier et pourquoi particulièrement la gestion ? Parce qu'en fait, je me suis fixée comme objectif de défendre les droits des bailleurs. Il y a très peu, au final, de métiers qui le font. On entend beaucoup les propriétaires qui vont voir un avocat, un notaire, etc. Mais en fait, ils ont
pas forcément le réflexe d'abord d'aller voir leur administrateur de biens. Et alors que nous, c'est notre métier, et c'est le cadre réglementaire est très bien défini. Et quand on s'y connaît, on peut maîtriser on a de la valeur, ce cadre. on a des choses à apporter. On a exactement de la valeur à apporter. Et voilà, moi, c'est pour ça que je suis restée, parce que je pense que c'est une cause que moi, j'ai envie de défendre, en tout cas. Mais du coup, pourquoi l'entrepreneuriat? Pourquoi avoir créé ta boîte? Tu aurais pu bosser dans une agence en tant que collaboratrice. D'où est venue cette notion, cette envie de créer ta propre entreprise? Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas rien. Il y a tout un tas de contraintes. Il faut recruter, il faut s'occuper des clients. Il y a tout un tas de choses qui se passent. Et en fait, quand on est entrepreneur, on ne fait pas seulement son métier, le cœur de son métier. On a aussi à gérer la vie de l'entreprise, peu importe sa taille. C'est clair, la vie de la boîte est tout aussi chronophage que la vie de production, hein, si je puis dire ça comme ça, donc relié au métier directement. Moi, c'était tout simplement une envie de faire les choses à ma manière, dans le sens où, à l'agence, d'une part, j'ai un objectif qui est très clair, et d'autre part, j'ai vraiment une manière de faire aussi. Tu connais ma boîte, Goimo, tout est rose. L'agence immobilière qui va vous faire voir la vie en rose. Qui vous fait voir la vie en rose, exactement. Donc moi, mon objectif, c'est de faire voir la vie en rose aux gens. Et c'est vrai que ça, en étant collaboratrice, j'aurais pas pu apporter cette vision que moi, j'ai du métier. Ça aurait été peut-être pas impossible, mais je pense peut-être plus compliqué. Et après, pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que, voilà, je sais pas, je me suis dit un jour, moi aussi, je veux être patron. Ton propre patron, ta propre patronne. Exactement. Et depuis, j'ai dirigé toutes mes actions vers cet objectif-là. Et ça m'a pris quand même 10 ans. Hein. C'est pas du jour au lendemain. Hein. Des fois, ça prend du temps. Des fois, c'est rapide. Mais des fois, ça prend du temps. Depuis quand est-ce que tu as envie d'être entrepreneur? Alors, bizarrement, je vais raconter une anecdote. Lorsque donc j'ai postulé en 2008 pour mon BTS comptabilité et gestion à l'époque, donc en alternance. J'ai postulé dans une agence immobilière et en fait, donc je suis reçue par le directeur de cette agence. Et ce directeur me dit ok, tu sais, la question basique, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, où tu te vois plus tard, etc. Et en fait, je sais pas, j'étais un peu plus jeune quand même. Et je lui ai dit, mais moi, je veux ouvrir une agence, moi, je veux être à votre place plus tard. Et là, il m'a regardé. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas si fou que ça comme idée. Et après, j'ai eu des expériences professionnelles qui ont été géniales, d'autres moins géniales. Et ça m'a aussi aidé d'être salariée quand même pendant 10 ans. Ça m'a aussi aidé à savoir demain quel patron moi j'avais envie d'être en fait, et ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, en fait oui, depuis le début j'ai toujours su que depuis le début de ta carrière professionnelle, tu sentais que j'allais tôt y ou tard ça allait finir et ça serait toi aux commandes de ta propre activité, de ta propre vie professionnelle. Exact. Écoute, c'est super. Aujourd'hui, donc Goimo a 3 ans. Il y a une équipe de quelques personnes qui bossent avec toi. Tout à fait. On est dans un contexte un petit peu difficile. On entend ça souvent. En tout cas, on peut pas dire que ce soit simple pour tout le monde. Dans le domaine de l'immobilier, pour plein de raisons, il y a des difficultés, on va dire, à produire. On entend parler de la hausse des taux d'intérêt, on entend parler de la difficulté d'obtenir des prêts. J'imagine que les critères d'entrée pour des locataires dans des logements se sont durcis un petit peu avec le temps. Comment tu fais pour gérer tout ça et comment tu fais pour garder des objectifs qui te semblent aller vers quelque chose de positif en termes d'évolution? Parce qu'avoir une équipe, c'est avoir des charges, avoir des coûts, c'est faire des paris sur l'avenir. Ma question, c'est comment tu appréhendes un petit peu l'avenir dans ton métier avec les circonstances actuelles? Déjà, d'un point de vue métier pur, effectivement, on sent bien que on entre un peu dans une phase qui s'annonce compliquée. On est au début, ce ne sera pas la première fois. L'immobilier, c'est très cyclique. Des cracks, des crises, etc. Il y en a eu, il y en aura encore.
On va traverser ça. C'est pas que ça m'inquiète pas plus que ça, mais c'est que bon, si d'autres ont réussi à tenir, moi aussi je saurais faire. Et là où moi je mise énormément, c'est sur la relation en fait que j'ai avec mes clients, sur ce que je leur apporte, parce qu'en fait quand ils viennent chez moi, en fait, c'est parce qu'ils ils sentent qu'il y a une vraie compétence, qu'il y a une vraie passion métier, qu'il y a une vraie compétence que je refais descendre sur mes collaborateurs. Et ça joue énormément. Quand tu es en période de crise, clairement, la dimension de conseil, d'accompagnement, etc., elle est absolument primordiale. Absolument, elle prend de l'ampleur. C'est justement parce que les gens savent, les bailleurs et vendeurs et acheteurs savent qu'ils sont en crise, qu'ils doivent et qu'ils vont venir vers les professionnels qui leur semblent en tout cas les plus à même à les conseiller, à les accompagner à traverser cette tempête. T'as pas envie d'y aller tout seul dans la tempête. Ouais, donc, tu vas t'accompagner de personnes qui te semblent compétentes. Donc voilà un petit peu, moi je mise beaucoup là-dessus sur les clients qui continuent à me faire confiance, les nouveaux clients qui entrent qui nous font confiance, clairement, qui nous font confiance. Là, on parlait donc d'une période un peu compliquée. C'est quoi ta plus grosse contrainte, ton souci numéro 1, s'il y en a un? Peut-être qu'il n'y en a pas, mais quelle est la problématique que tu rencontres aujourd'hui dans ton métier? Je pense qu'aujourd'hui, on a un souci au niveau national, carrément. Le législateur sort beaucoup de choses sur l'immobilier, que ce soit sur l'environnement, sur les nouvelles obligations des bailleurs, sur les nouvelles obligations qui pèsent sur les acheteurs, le neuf. Il y a beaucoup d'éléments qui font que on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé en fait d'ici 6 mois, d'ici 1 an. Là, on voit bien avec les défisques qui commencent à sauter, qui sont pas remplacés, les taux qui augmentent où on n'a pas de visibilité. Le bouclier loyer. Ça, au niveau des bailleurs, aujourd'hui, c'est compliqué pour moi de dire aux bailleurs, écoutez, en fait, un truc qui aurait dû rester qu'1 an, c'est renouvelé, donc vos loyers, ils sont quand même plafonnés, alors que eux, ils vont me dire, mais attendez, moi, j'ai investi, tout augmente, pourquoi mon loyer, il augmente pas en conséquence? Voilà, c'est un peu ça. C'est gérer l'incertitude. L'absence de certitude, effectivement, dans l'avenir, ça n'est pas propice, on va dire, à des investissements en masse et des travaux, des investissements, etc. Les gens ne savent pas, en fait. Donc, c'est indirect à mon métier, mais ça nous plombe vraiment pas mal. Quelles sont les petites astuces qu'on pourrait leur donner ou quel est le conseil qu'on pourrait leur donner? Sur la location, à mon sens, les bailleurs, aujourd'hui, je trouve personnellement que sur le PAP, ils sont un peu légers. PAP, c'est de particulier à particulier. Tout à fait. Très bien. Sur le PAP, ils sont plutôt légers sur tout ce qui touche à la solvabilité de leurs locataires. Et des fois, ils se retrouvent après le bec dans l'eau avec des locataires qui ne payent pas, qui n'ont pas la solvabilité nécessaire et sur lequel, du coup, ils ont des impayés, et puis après, ils galèrent, ils partent en exécution. Et après, c'est le cercle vicieux, parce que souvent, il y a un prêt en face, quand on est propriétaire, très souvent. C'est clair. Et oui, effectivement, quand la machine s'enraye... c'est terrible. Oui. Et du coup, ils vont me dire, mais non, l'immobilier, c'est nul, on ne gagne pas d'argent avec l'immobilier. Non, en fait, il y a vraiment... on peut s'enrichir avec l'immobilier, mais je pense que le point central qu'il ne faut jamais oublier, c'est que pour que ça fonctionne bien, il faut que tu aies un bon locataire à l'intérieur, en fait, et que tu aies un locataire qui paye rubis sur ongle. Voilà, ça c'est peut-être le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, trouver le bon locataire. Faire des travaux, faire un super bel appartement, etc. C'est chouette. Mettre un bon locataire, c'est plus compliqué. C'est primordial, c'est d'accord. Et peut-être, alors, c'est peut-être un peu la question piège, mais comment... Imaginons que je sois un bailleur et que j'ai choisi de ne pas faire appel à une agence. Alors, est-ce que tu le conseilles déjà? Clairement, non. Non, tu ne le conseilles pas. Aujourd'hui, on est dans un monde de pro, oui, c'est trop lourd. C'est ça, les obligations qui pèsent sur les bailleurs dès l'annonce. Aujourd'hui, il faut savoir que même dès l'annonce, pour un bailleur, pour une location, on a des mentions obligatoires à respecter, etc. En transaction, c'est pire encore, mais pour une annonce de location, il y a des obligations à respecter. Donc, à partir de ce moment-là, il y a trop de choses à connaître, à savoir. Et en fait, c'est autant de portes ouvertes aux locataires
pour derrière râler ou faire des demandes de médiation, etc. Après, si vraiment la personne, elle veut... moi, je déconseille tout ce qui dit contrat sur Internet, etc. Vous allez être mal protégé, je vous le dis. Je préfère vous le dire, vous allez être mal protégé, ça c'est sûr. Mais admettons, la norme, c'est 3 fois le montant du loyer en termes de rémunération. C'est-à-dire que ton locataire, il doit percevoir en termes de rémunération, oui, 3 que ce fois soit un salaire ou je sais pas, pour un entrepreneur, ça marche aussi. Il doit toucher au moins 3 fois le montant du loyer. C'est pas pour rien que nous, les agences, on le fait. C'est pas pour rien que les assurances, loyers impayés, le demandent. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est une marge de sécurité. Une règle de prudence. C'est exactement on sait que dans ce cadre-là, ça fonctionne bien. Mais il y a plein de bailleurs qui sont en solo et qui ne respectent pas cette qui ne font pas règle. Attention à ça. Ils font pas attention à ça. D'accord. Ou ils vont prendre des contrats précaires, par exemple. Non, c'est clairement déconseillé. Tu as des collaborateurs chez Goimo. Quand on est un jeune et qu'on veut démarrer dans l'immobilier aujourd'hui, est-ce qu'il y a un diplôme spécifique ? Est-ce que, comme dans les assurances, par l'expérience du métier ou d'un certain nombre d'années d'expérience, on peut prétendre à réclamer cette fameuse carte d'agent immobilier ? Quand on est un jeune aujourd'hui, quelles sont nos voies d'accès au métier de l'immobilier au pluriel ? Tu as plusieurs moyens. Le moyen le plus facile, c'est de passer le BTS profession immobilière. C'est le plus rapide et le plus facile. Ça dure combien de temps ? 2 ans. 2 ans. Et je conseille à tous les jeunes de le faire en alternance. Comme ça, vous pouvez bosser en même temps et vous prenez de l'expérience. Et ça, c'est vraiment primordial dans notre métier. Bon, comme dans tous les métiers, l'expérience fait la différence. Après, on peut aussi prétendre à la carte à partir du niveau licence, éco, juridique, comptable. Ok, sur des circuits... pas spécifiquement plus immobilier, généraux, voilà, plus généraux. Quand on a atteint le niveau licence, tout à fait. Là, ça facilite ou ça permet de demander. On peut demander la carte. Et après, d'un point de vue expérience, oui, tu peux, à partir d'un certain nombre d'années d'expérience, selon que tu es au grade d'employé ou au grade de cadre, de prétendre à la carte également. C'est 5 ans et 10 ans. Voilà. D'accord. Écoute, merci pour ces conseils. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage que tu aimerais mettre en lumière, qui a été un mentor pour toi, une mentoresse pour toi, qui t'a mis sur la voie par le passé, ou que ce soit même aujourd'hui ? Alors là, je vais penser à Philippe Robin, qui a été mon tout premier directeur d'agence. Donc à l'époque, c'est lui qui m'a donné ma première chance. C'est à lui que j'ai dit je vais ouvrir mon agence. C'est à lui que j'ai dit ça. Et on se côtoie encore aujourd'hui, et il est toujours accessible, il est toujours de très très bons conseils pour moi, notamment sur la partie métier. Et en plus, c'est l'ancien président de la FNAIM qui vient de passer le relais à mon confrère Laurent Aliwonki. Et voilà, on a passé une soirée ensemble il n'y a pas longtemps, voilà, pour l'Assemblée générale de la FNAIM, où il a passé le relais au bout de 5 ans. Voilà. Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce qu'est la FNAIM ? Oui, c'est la Fédération nationale de l'immobilier, en fait, c'est un syndicat national qui regroupe toutes les professions immobilières de France. Et chaque région a une chambre. Et donc, Philippe était le président de la chambre Océan Indien. Il vient de passer le relais. Et d'ailleurs, moi, je suis maintenant administratrice depuis 2 ans. Et je viens d'être élue au poste de déléguée formation. Donc, je m'occupe de tout le volet formation sur l'île de la Réunion pour la FNAIM OI. Maintenant, peut-être aborder des questions un petit peu plus générales. Quelle est la valeur principale à avoir dans le monde professionnel ? Sincèrement, il faut être honnête. Être honnête. Il faut être honnête. Dans le monde professionnel, il faut être honnête. En fait, si tu veux durer dans n'importe quel domaine, il vaut mieux être droit dans tes bottes et pas avoir à changer de trottoir à chaque fois que tu croises un partenaire ou un client, etc. À mon sens, en tout cas, je pense qu'il faut avoir vraiment l'honnêteté d'être le plus naturel possible dans ton domaine, et de dire ok, ça je sais faire, ça je sais pas faire, là ça va pas. Il faut savoir dire ça. Il faut savoir dire ça à ses partenaires, à ses clients. C'est à mon sens ce qui permet
dans la durée de se maintenir et d'être toujours heureux en fait de faire ça, que ce soit au bout de 3 ans ou au bout de 10 ou au bout de 20 ou 30 ans. 30 ans Perceval, c'est ça? Oui, nous c'est Oui, 30 ans cette année. c'est ça, c'est 30 ans cette année pour vous. Donc voilà, je pense que ça commence à faire et je pense que voilà, toi ta boîte elle serait pas là si vous étiez pas dans la droiture, quoi. C'est vrai, et ce que tu dis, ça m'évoque aussi quelque chose, c'est que donc l'honnêteté, c'est vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi-même. Oui. Et ça, je pense que c'est un peu encore l'étape d'après un peu plus difficile à avoir, parce qu'on a peu de recul sur nous-mêmes, mais je vois très bien ce que tu veux dire, et effectivement, l'honnêteté, oui, je la mettrai aussi au top niveau, je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que c'est très important. Peut-être pour parler un tout petit peu d'assurance, parce qu'on aime parler d'un petit soupçon d'assurance dans ces émissions. J'aimerais savoir quand est-ce que tu as entendu parler d'assurance pour la première fois. Est-ce que tu te souviens, enfant, peut-être que c'était plus tard. Qu'est-ce que ça t'évoque, ton premier souvenir d'assurance ? Je pense que c'est quand j'ai eu mon permis, en fait. Ton permis, d'accord. Oui, en fait, tout simplement parce qu'il fallait mettre l'assurance sur la voiture. D'accord. Absolument. L'assurance voiture, c'est la première chose. Qui est l'une des rares assurances vraiment obligatoires en France. Il y a l'assurance automobile, l'assurance RC circulation pour être plus précis, pour pouvoir conduire son véhicule si on cause des dommages aux autres. C'est la première assurance obligatoire. La seconde, c'est l'assurance décennale, dommage à l'ouvrage. Je ne rentre pas dans le débat aujourd'hui, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes. Mais l'assurance construction, on va dire, est obligatoire. Tu évoquais avant le début de l'émission, effectivement, l'assurance santé, quand on est une entreprise, les entreprises ont l'obligation légale d'assurer leurs collaborateurs, d'assurer leurs salariés, en tout cas de leur proposer une couverture santé. Et enfin, ce sont toutes les assurances qui couvrent les responsabilités civiles professionnelles de certaines professions dites réservées. Dans ton métier, l'immobilier, l'obligation d'avoir une RC Pro est écrite dans le marbre dans les textes de loi. Oui. C'est pareil pour les avocats. C'est pareil donc pour les métiers de la construction, mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, il y a quelques métiers. Mais à part ça, l'assurance n'est pas obligatoire, gravée dans le marbre. Même si dans la pratique, souvent on te demande une assurance. Tu vas faire un prêt, on te demande une assurance de prêt. L'État français ne t'oblige pas à avoir une assurance de prêt pour souscrire à un prêt, pour contracter un prêt. C'est la banque qui te demande d'avoir une assurance. Donc voilà, il faut un petit peu préciser tout ça. On fait un petit sondage dans notre émission. Alors, c'est le premier épisode. On ne donnera pas les résultats du sondage tout de suite. À titre personnel, est-ce que tu fais des achats en ligne ? Billets d'avion, réservation de voiture, offre de streaming ? Ah oui. Tu es familière avec ça ? Oui, totalement. Depuis un bon moment maintenant. Oui, donc tu as suffisamment confiance dans le système et le système bancaire et les sites sérieux pour consommer sur Internet sans aucun problème. Oui, sinon je passe par des plateformes que je ne citerai pas, mais qui commencent par un P et qui est bleu. Absolument. Et c'est pas Perceval. Alors, puisque tu parles de Perceval, la même question reliée à l'assurance, et c'est là où ça nous intéresse, c'est là le cœur du sondage, c'est finalement, est-ce que tu as déjà souscrit ou est-ce que tu serais prête à souscrire une assurance professionnelle en ligne ? Non, ça ne me poserait pas de souci, tout simplement parce que les contrats, c'est des contrats généraux. Donc la plupart du temps, on va retrouver sensiblement la même chose à part en termes d'options, de niveau de garantie, etc. En plus, nous, dans notre métier, tu as des plafonds minimums à respecter. Donc, franchement, ça ne me poserait aucun souci. L'assurance que ce soit pour le pro, pour tout en fait, pour l'assurance de mon local, pour la mutuelle de la société, pour l'assurance de la voiture de la société. Voilà, typiquement, ça c'est des actes. Pour moi, à partir du moment où je sais que si j'appelle, il y a quelqu'un au bout du fil, si j'ai une difficulté, voilà, ça me pose pas de souci. C'est ce qu'on pense aussi chez Perceval. On pense que le public est prêt à notre époque pour prendre un engagement qui est un vrai engagement tel que l'assurance. Ah, mais pour moi, ça va même plus loin. J'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, c'est ce que les clients nous demandent de toute manière, de dématérialiser et d'être disponible et de pouvoir prendre des rendez-vous en ligne. Je sais que tu es comme moi et que tu vas systématiquement tout faire depuis ton smartphone ou ton téléphone. Tout ce que tu peux faire en ligne, aujourd'hui, tu le fais en ligne. La plupart du temps, d'ailleurs, maintenant, le device le plus utilisé, c'est le téléphone. C'est clair. C'est même plus l'ordinateur. Donc, c'est dire si l'usage a évolué à ce niveau-là. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé,
anecdote, d'aller chez un professionnel plutôt qu'un autre, juste parce qu'en fait, son site était super bien fait, que je pouvais prendre un rendez-vous en ligne. Voilà, c'est tout. Ça s'est arrêté à là. Mon choix s'est arrêté à là. À 2 concurrents égaux, voilà. Donc, digitalisez-vous, les entrepreneurs. C'est super important. Oui, je pense aussi, on pense aussi. Et justement, par rapport à Goimo, quel est un peu le niveau de digitalisation de ton business ? Alors, on est pas mal. On peut pousser encore. Mhm. Clairement, on peut pousser encore parce qu'on peut toujours aller plus loin, clairement, dans la digitalisation. Après, déjà, nous, on a abandonné le papier. Le papier, ça n'existe C'est pratiquement vraiment le pas. cas ? Ah oui, ça n'existe pratiquement plus. Un bail entre un propriétaire, entre un Toujours. bailleur, Ouais. et un locataire, aujourd'hui, c'est signé genre par voie électronique. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On fait des signatures électroniques via des plateformes certifiées. Donc, c'est pas genre, on prend pas un petit stylet pour signer sur un PDF. Hein. Non. On a vraiment des signatures où on t'envoie un message ou un mail pour te donner un code pour s'assurer que c'est bien toi. Et tu as ta signature avec une clé qui fait 10 lignes de caractères trop bizarres, là, voilà, Oui. et qui certifie. Pareil pour les recommandés. On envoie des recommandés électroniques. D'accord, ça je ne savais pas. C'est Vous envoyez des recommandés maintenant par voie électronique. Bien sûr. Systématiquement. Oui. On travaille essentiellement par mail et par téléphone. Si on envoie un courrier, c'est peut-être deux fois dans l'année, quoi. Même les signatures de mandat, on fait beaucoup de rendez-vous en visio. Même les locataires, on a des locataires qui sont en Afrique, en Belgique, en France métropolitaine, ils veulent louer un appart. On leur fait des visites en visio. On leur fait directement et ça leur plaît bien. Et nous, on valide des dossiers comme ça. Pareil, tous nos dossiers sont sur une plateforme. On envoie des liens aux prospects, par exemple, candidats locataires. On leur envoie un lien. Ils dropent directement leurs pièces à l'intérieur. Nous, on n'imprime plus rien. Pour les clients en place, ils ont leur accès extranet. Donc, ils ont tous ces documents-là sur leur extranet. Ils ont une petite messagerie où ils nous parlent. Oui, donc Je pense qu'on est plutôt bien avancé. J'ai l'impression, oui. À ce niveau-là. Est-ce que tu n'as pas encore des gens qui te disent « je préfère vous appeler quand j'ai un souci » Oui, bien sûr. Alors, ça dépend peut-être de l'ampleur du souci. Oui, D'accord. exactement. Donc, s'il y a un petit souci, ça va passer par la messagerie, le C'est côté digital, numérique. C'est ça. Je t'envoie un message, j'attends ta réponse. C'est ça. S'il y a une urgence et que, je sais pas, le cas typique du locataire qui a une fuite un vendredi après-midi, Là, il appelle appelle l'agence. D'accord. On peut le comprendre. Peut-être que demain, il y aura d'autres outils digitaux pour adresser ce besoin, Alors, comme on tu dit. sais, ça c'est en développement. On m'a fait une démo, effectivement, un truc où le locataire, il fait son signalement. Nous, on paramètre, telle demande de devis part chez tel prestataire, etc. Bon, je crois que c'est au niveau des artisans que ça risque de bloquer parce que pas tous mes artisans sont encore super au taquet sur les emails, etc. Mais on y viendra, c'est évident. Et on automatisera tout ça, c'est sûr et certain. L'automatisation, c'est quand même une grosse partie dans notre métier. Quand tu gères beaucoup de biens, tu es obligé d'automatiser à un moment. Tu peux pas tout faire en manuel. Absolument. Et ça laisse le temps à de la valeur ajoutée. C'est-à-dire justement, tu prends ton téléphone pour parler à des gens quand ils ont vraiment besoin de t'entendre et d'avoir un conseil, d'avoir un avis. Exactement. Et pas juste pour se réclamer des documents et ou s'envoyer des pièces et ou faire des choses qui ne sont pas très productives, quoi. Exactement. On parle de digital. J'allais dire j'imagine, mais je sais que tu utilises les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous dire comment tu utilises les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est pour du personal branding ? Baser la communication peut-être de son entreprise sur sa propre image personnelle. Est-ce que tu as une page pour ton entreprise ? Sur quel réseau Goimo et ou Florence Gossard sont-elles présents ? Oui, moi c'est un parti pris aussi que j'ai pris dès le départ où j'ai vraiment associé Goimo à Florence de Goimo. C'est un peu mon avatar donc l'option d'Internet. Personal branding. Tout à fait, personal branding, parce que c'était ce qui me représentait le mieux.
Même si, bon, mes collaborateurs, ils sont là, hein, quand même, les pauvres. Mais de temps en temps, je les mets, hein. C'est eux qui veulent pas trop passer sur les réseaux sociaux. C'est pas évident. Alors que moi, je leur dis, mais c'est bon, franchement, tu l'as fait une fois, tu l'as fait 2 fois, après, ça passe tout seul et c'est pas, voilà, il n'y a pas la terre entière qui va te voir, hein. Surtout au début, faut pas hésiter à se lancer. Au début, de toute manière, t'as 50 abonnés, personne te voit, donc c'est le moment de tout faire, tout tester tous les formats, qu'est-ce qui fonctionne pas, telle lumière, tel emplacement, tel micro, faut vraiment y aller, se jeter, et en fait, au fur et à mesure, ça devient un exercice qui est de plus en plus facile et sur lequel, à force, en fait, on prend juste l'habitude de le faire, voilà. Et au niveau des réseaux sociaux, je suis à peu près partout, je pense. À peu près partout. Facebook, j'ai le droit de dire ou pas? Absolument, oui, parler... on peut dire. On peut citer tout ce qu'on veut. On peut citer. Depuis tout à l'heure, je fais attention à pas citer. Donc oui, Facebook, Instagram, LinkedIn. Et nous, on est sur TikTok aussi. Alors, j'ai appris ça. Moi, j'ai pas TikTok, mais oui. J'ai appris que vous étiez sur TikTok. Oui. Je sais que vous êtes sur YouTube. Oui. Parmi tous ces réseaux sociaux, alors YouTube, c'est un petit peu à part, mais quel est celui qui vous offre le plus de visibilité ? Si je devais prendre en compte vraiment uniquement visibilité, aujourd'hui, ce serait TikTok. Sur une vidéo de 20 secondes qui t'a pris à peu près 3 minutes à réaliser, t'as 10 000 vues. Ce que tu ne verras pas sur un Facebook ou sur un Insta. YouTube, ça fonctionne pas de la même manière et surtout, je crée pas du tout les mêmes contenus sur YouTube. Sur YouTube, comme c'est des contenus qui ont vraiment une durée de vie qui est très longue par rapport à justement du TikTok, Instagram où c'est du consommable. Oui, au bout de 48 heures, plus personne verra ton post, clairement, à part dans ton feed, mais voilà. Du coup, YouTube, c'est vraiment... des formats plus longs peut-être ? Plus longs et avec des contenus non périssables, où je donne vraiment des grosses valeurs ajoutées avec du contenu non périssable. Je fais très peu de vidéos sur l'actualité, etc. C'est trop périssable. Moi, les toutes premières vidéos que j'ai faites, d'ailleurs, quand j'y pense, je me dis, ouais, j'avais pas de micro, j'avais pas de setup, c'était horrible, la lumière et tout. Mais il n'empêche, c'est des vidéos qui fonctionnent encore. C'est très long, hein, de scénariser, de filmer, de monter les vidéos. C'est très long. Tout ça, et puis après, d'uploader, de créer tout ce qui va autour, en fait. Hein, la miniature, les descriptions, voilà, il faut etc., pas oublier etc. tout ce qu'il y a autour. Du coup, ouais, c'est assez chronophage. Et après, sur les autres réseaux sociaux, en général, je fais un calendrier de publication. Maintenant, t'as Meta qui te permet de oui, d'accord. Avec les outils, voilà. On peut organiser ses publications. C'est ça. Combien de temps ça te prend, tous réseaux sociaux confondus, sur un mois, pour produire et préparer des publications de tes différents posts sur les différentes plateformes ? Si je prends pas en compte YouTube, donc hors vidéos vraiment longues qui sont vraiment à part. Si je devais prendre en compte que des posts, carousel, reels, etc., faut compter pour 1 mois de publication, il faut me compter une bonne journée, voire 2 jours de préparation, de création, de rédaction, de recherche d'hashtags, etc. Ouais. Et puis après, d'aller publier, préparer ton calendrier, c'est beaucoup de taf. Hein. Oui, c'est vraiment beaucoup de travail, hein, vraiment. Mais indispensable. Alors, je tiens à le dire. Hein. Mais ça fait partie du job, en fait. Quand tu es entrepreneur, tu as toutes les casquettes. Donc, faire le community manager et faire le créateur de contenu, c'est aussi ton job, en fait, quand tu es entrepreneur. Voilà. Après, c'est cool si tu as une super grosse équipe derrière toi. Mais si c'est pas le cas et que tu es tout seul et que tu lances ton petit business, va sur les réseaux sociaux et donne-toi cette peine parce que c'est une visibilité qui est juste... Il est impossible aujourd'hui de se passer de ça. Moi, j'ai des clients... Alors, on n'a pas parlé d'un truc qui est super important, c'est la page Google. Ah, merci, absolument. Qui, pour moi, aujourd'hui, est une porte d'entrée. C'est un peu comme si les gens ils poussaient la porte de mon agence quand ils vont sur ma page Google. C'est vraiment d'une puissance absolue. J'ai des clients avec qui j'ai contracté parce qu'ils m'ont trouvé sur Google et parce qu'ils m'ont dit ok, c'est cool, la page elle était bien garnie, il y avait toutes les informations, il y avait votre adresse, vos avis étaient positifs, vous avez une bonne note sur Google, ok, je vous fais confiance, on y va. On voit tout à fait ce que tu veux dire. Chez Perceval, c'est Google qui nous apporte le plus gros de notre trafic.
sur tout ce qui est digitalisation sur notre site internet, et c'est Google qui nous apporte le plus de taux de transformation d'affaires aussi. Nous, on a observé qu'en fait, les gens nous découvrent sur mobile, donc à travers des recherches ou de la publicité, et par contre, quand il s'agit de valider un contrat, souscrire un contrat sur la plateforme Perceval, là, ils vont basculer. Ils basculent sur l'ordinateur. Et donc ça, c'est des comportements qu'on analyse, qu'on peut comprendre, bien entendu, mais c'est hyper intéressant. Et effectivement, même si les réseaux sociaux à côté sont utiles et probablement aussi très nécessaires, mais si on doit choisir, je pense que Google, effectivement, c'est le top. Totalement, oui. Tu mets tes posts, tu mets tes produits, tu mets ton site internet, ton numéro, ton adresse, enfin, t'as tout. Limite, t'es pas sur Facebook, c'est pas grave, tant que t'as ton truc Google, et que quand les gens, ils tapent tes petits mots-clés, hop, ils te trouvent, c'est toi qui montes. Monter en première page, aujourd'hui, si tu travailles bien ta page Google, en organique pur, sans financer, c'est faisable. C'est tout à fait faisable. C'est faisable. Bon, alors, moi, dans mon domaine, pas trop, mais... Oui, c'est très concurrentiel. C'est très concurrentiel, oui. Si tu tapes agence immobilière sur Google... Difficile. Tu incarnes bien le fait que, même en étant une entrepreneure occupée à gérer tous les aspects de sa boîte, il est possible, on peut gérer ses réseaux sociaux soi-même et obtenir des résultats avec. Donc ça, je pense, c'est hyper inspirant, et ça va peut-être permettre de déverrouiller pour des gens qui hésitent ou qui se demandent si c'est vraiment l'Eldorado qu'on nous promet. Toi, tu dis c'est essentiel, il faut y aller, et il faut se démarquer comme ça. En tout cas, il faut être visible par ces moyens-là. Tu utilises des logiciels dans ton métier, des applications, etc., différents services. Si tu ne devais en garder qu'un seul aujourd'hui, ça serait lequel ? Mon logiciel métier. Avant ça, tout. C'est quelque chose sur lequel j'ai investi dès le départ, même quand j'étais toute petite, parce que du coup, j'ai monté la boîte à partir de zéro, donc il a fallu aller les chercher, ces contrats. Mais même, dès le début. Et sur la alors ça, c'est vraiment partie métier, donc il ne faut pas hésiter à investir dans un logiciel métier. Sérieux ? Ah oui, parce qu'en fait, ça va te faire gagner tellement de temps que tu ne te rends pas compte quand tu commences. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as juste des étoiles plein les yeux, tu es trop content, ça pétille, c'est super cool. Mais clairement, je ne me rendais pas compte de tout ce que ça a engendré comme, justement, sur la société. Mon job, ok, je peux faire mon job, mais en fait quand tu es entrepreneur, à un moment, c'est plus ton job que tu fais, c'est le job de 10, 15, 20 personnes que tu fais en même temps. Du coup, un logiciel métier, pour que ta partie métier soit sécurisée et que tu donnes une qualité de service optimale à tes clients. C'est ça qui va faire que tu vas rester dans le temps. Après, sur la digitalisation, je ne jure que par Canva. Ah, alors, je connais de nom, mais est-ce que tu peux nous rappeler en 2 mots ce que c'est, s'il te plaît ? C'est une petite plateforme, et en plus, il y a toute une partie qui est gratuite. Tu n'es pas du tout obligé de prendre l'abonnement, et en fait, ça te permet de créer toutes sortes de contenus, que ce soit pour tes réseaux sociaux, pour tes présentations clients, pour tes cours, je sais pas, tout. Tu peux tout créer, de la vidéo, de l'image, tout sur Canva, et c'est un outil super facile à utiliser. Voilà, je ne jure que par celui-ci. Ok, donc un outil de création audiovisuelle, on va dire. Création, voilà, tout à fait. Tu fais beaucoup de visioconférences. J'imagine que c'est depuis le Covid que ça s'est vraiment démocratisé. Dans la technologie, est-ce qu'il y a un aspect qui t'a beaucoup aidé dans l'exercice de ton métier ? En lien avec le Covid, c'est clairement la signature à distance. La signature à distance. Ça a été une révolution, vraiment. Aujourd'hui, je rencontre le prospect, on se voit, on échange, etc. Alors, moi, c'est ma manière de faire aussi qui fait que quand j'envoie un mandat à un client, clairement, je sais que c'est bon. Je veux dire, on a déjà tout vu, etc. J'ai pas besoin d'être avec lui pour lire le mandat. Il le connaît, je lui ai déjà expliqué. J'ai pas besoin de faire cette relecture. Et du coup, pour lui, c'est tout bénef. Il regarde ça sur son téléphone, sur son ordi, il regarde sa tête reposée. Il fait sa petite signature électronique. Et moi, de mon côté, c'est autant de temps que j'ai gagné en amont et que je peux passer sur un autre dossier ou à commencer à travailler sur le sien. C'est vraiment, ça a changé la donne. Ça a changé la donne, littéralement, oui. Pour en apprendre un peu plus sur toi, maintenant, je te propose qu'on se fasse une petite interview entre deux. Comme son nom l'indique, il va falloir que tu choisisses entre 2 réponses. Ma première question, c'est est-ce que tu es plutôt thé ou café ? Café. Café 100%. Toutes les agences, on tourne au café, en intraveineuse.
comme dans beaucoup de professions, Oui. je pense. Quand est-ce que tu es la plus productive, le matin ou le soir? Le soir, moi. Plutôt du soir? Oui, je suis pas du matin. Très bien. Et le soir, c'est quoi? C'est vraiment fin de journée, la nuit est tombée, ou c'est plutôt l'après-midi? Non, fin d'après-midi, ouais. Fin d'après-midi, début de soirée. À partir de 16h, entre 16 et 21, c'est mon pic de productivité. Eh ben, c'est exactement ce que je voulais savoir. À quelle heure il ne faut surtout pas te déranger pour c'est te laisser avancer. Très bien. Je peux abattre une journée de travail dans ces 5 heures, sans problème. Tu es plutôt travail en équipe ou travail individuel? Les deux. Les deux. Très bien. Des fois, j'aime bien travailler toute seule, mais des fois, en équipe, c'est bien aussi. C'est important. Les deux sont nécessaires pour toi? Oui, tout à fait. Travail au bureau ou télétravail? Au bureau, c'est bien, parce que ça m'oblige à rester focus. Mais après, en télétravail, l'avantage, en fait, c'est que du coup, je suis pas dérangée. C'est un gros avantage quand tu as des collaborateurs. Oui, je fais les deux. Il y a une part de télétravail dans ta semaine, dans tes semaines. Oui. Est-ce que tu préfères embaucher un novice passionné ou alors un vétéran expérimenté? Tout va dépendre de son savoir-être, parce que je mise avant tout sur le savoir-être d'une personne. Les compétences, ça s'acquiert, clairement. Une compétence, un savoir-faire, ça s'acquiert. Par contre, un savoir-être, non. C'est tué comme ça et il faut que ça colle avec mon image de marque, il faut que ça colle avec moi, il faut que ça colle avec mon équipe. C'est ça le plus important. Peu importe ton niveau de qualification. Plutôt Mac ou PC? PC. Mais j'ai un iPhone. Ah, c'est bien, un peu des monde. Et pourquoi le PC plus qu'un Mac? Juste parce qu'en fait, j'ai jamais essayé. Mac. T'es très bien sur PC, ça va très bien. Exactement. Quel est le plus important pour toi? Attirer de nouveaux clients ou fidéliser les clients existants? Actuellement, ça va être d'attirer des nouveaux clients. C'est plus important parce qu'en fait, on les fidélise déjà super bien et nos clients restent avec nous. Donc, pour l'instant, ils restent avec nous, ils sont satisfaits. Voilà. Nos premiers clients qu'on a signés, du coup, il y a 3 ans et demi, ils renouvellent avec nous. Donc, il n'y a aucune raison de s'inquiéter à ce niveau-là. Il faut juste donner de la qualité. Plutôt Netflix ou plutôt lecture? Après une journée de boulot? Netflix. Plutôt Netflix. No brain. Ok, on pose le cerveau et on se divertit. C'est ça. Plutôt rock ou rap? Rock. Rock. Ah non, pas de rap, non, surtout pas. Ok, rock. Et t'as une petite question, plutôt assurance traditionnelle ou assurance digitale? Plutôt digitale. Non, je te dis, moi, je choisis des gens sur Google. Très bien, je vois, on est sur la même longueur d'onde, ça fait plaisir. Merci Florence pour les réponses à cette petite interview. Est-ce que tu as un livre, un podcast, une chaîne YouTube, un film, un artiste à nous recommander, à ceux qui nous écoutent? Quelque chose qui t'inspire? Ça peut être de la musique, ça peut être un podcast. Dans le domaine de l'immobilier, il y a bien quelqu'un à qui je pense et qui est pour moi un exemple vraiment à suivre. Il est sur YouTube, il est canadien. Il s'appelle Gabriel Laflamme. Donc il est agent mandataire RE/MAX, si je ne m'abuse. Et il est passionné. Il fait énormément de vidéos et il est tout le temps dans une jovialité et il est tout le temps content et il donne beaucoup de conseils. Il fait des vidéos de fou, des vidéos de présentation de biens mais j'ai jamais vu ça. Voilà. Donc si ça vous intéresse l'immobilier et que vous avez envie de regarder un petit peu ce qu'il fait, Gabriel Laflamme, il est vraiment super. Voilà. Merci beaucoup Florence, merci pour merci pour ta présence, merci pour ce partage de ton expérience, c'était super, de ton parcours. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. On espère que les sujets abordés vous ont plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau avec nous. N'oubliez pas, vous pouvez toujours nous rejoindre sur nos réseaux sociaux où nous partageons régulièrement du contenu supplémentaire et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions. Retrouvez tous les liens de nos invités dans la description de cet épisode. On se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux. C'était Guillaume et vous avez écouté le podcast Entreprendre avec assurance. À bientôt.